il y a très peu de temps, il y a quelques années, on est sur même pas 5 ans, les Américains et les Européens ont décidé de modéliser le cerveau humain. Et donc on allait naturellement prendre ce nombre astronomique de composants et on allait tout simplement reproduire, grâce à l'informatique, on allait modéliser par informatique le cerveau humain. Les tentatives ont été très nombreuses. Alors toutes les tentatives, et elles sont nombreuses, ont toutes été des échecs cuisants. Tous. Mais les Japonais, par exemple, étaient persuadés de construire une machine qui allait rivaliser, qui allait même dépasser les humains. Autrement dit, une machine qui allait penser, une machine qui allait imaginer, une machine qui allait aimer. Voilà. Les robots humanoïdes ne sont que de vulgaires machines. On attend maintenant qu'une machine puisse aimer. On attend qu'une machine puisse ressentir quelque chose. On attend qu'une machine voie avec des yeux identiques aux yeux humains. Ce n'est pas pour demain la veille. Alors, ce que je vous disais, c'est on est parti comme la fleur au fusil en 1914 pour aller à Verdun. On est à peu près dans la même boue. La modélisation du cerveau pose beaucoup plus de problèmes qu'on le pensait. C'est qu'il n'y a pas de machine capable de rassembler toutes les données. Pour vous donner une idée des données qu'il faudrait, il y a eu une étude qui a été faite avec un cerveau de souris. Un cerveau de souris, c'est 70 millions de neurones. On n'a pas réussi à modéliser complètement le cerveau de la souris. Et quand bien même on arriverait à le modéliser, on ne pourra pas faire émerger l'esprit. On ne pourra pas faire émerger la pensée de la souris, parce qu'une souris, ça pense, ça rêve. Alors ça ne pense pas comme nous, ça n'a pas les mêmes caractéristiques de pensée, mais ça a une pensée de souris. On n'arrive pas à modéliser un cerveau de souris. Alors, on s'est tourné, les Européens ont dit « Ouh là là, on n'y arrive pas ». Quand vous imaginez que pour pouvoir stocker les données d'un cerveau de rat qui a 200 millions de neurones, nous en avons 100 milliards. Il faudrait 3 hangars d'Airbus 380 pour stocker les données, si on faisait des films en haute définition. Un fragment de cerveau de souris, qui est grand comme 1/100 de cheveux humains, c'est pas gros, hein, demande 25 000 films haute définition pour récupérer les données de ce minuscule fragment. Alors, on va laisser tout ça. On est bien, là maintenant, dans une quête qui est l'émergence de la vie. Alors, peut-on dissocier le cerveau de l'esprit? Voilà une grande question, dites donc. Posez la question à un neuroscientifique. Il vous dira, on n'a pas besoin de dissocier le cerveau de l'esprit, puisque c'est la même chose. On confond avec l'imagerie cérébrale ce qui est en corrélation avec le cerveau. Et on le confond avec l'identité. Autrement dit, nous avons la preuve de la corrélation, ça absolue. Mais nous n'avons pas la preuve de l'identité cerveau-esprit. Alors, il n'y a pas de preuve ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc c'est très simple comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Alors, peut-on dissocier le cerveau de l'esprit? D'abord, il faudrait peut-être savoir ce que c'est que l'esprit. Alors là, je laisse à votre entière discrétion. S'il faut se mettre à définir ce qu'est l'esprit,
eh bien je crois qu'on est encore là demain, après-demain, et on n'aura pas trouvé la solution. On n'aura pas trouvé la vraie définition. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi on peine, pourquoi les philosophes peinent-ils à définir l'esprit? C'est parce que c'est la perception que l'on a du monde. Autrement dit, ça s'appelle la vision du monde. L'esprit, c'est le résultat de la perception du monde.